Bonsoir à tous, nous sommes actuellement le jeudi 23 avril 2026 et nous sommes ici pour le POC Talk numéro 12. Voilà, petit rappel de début de POC Talk. Pour ceux qui ont loupé les 10 éditions d'avant, c'est disponible partout, YouTube en vidéo et aussi en podcast sur Apple Podcasts, Spotify et bientôt Deezer. Voilà, je préviens un peu, on n'est pas dans nos conditions, dans de bonnes... Enfin, moi personnellement, je suis pas dans de bonnes conditions. Voilà, je suis pas sur mon setup habituel, etc. Donc le Poctol risque de bugger un peu. Voilà, si jamais vous voyez que ça me saute des mots ou quoi, n'hésitez pas à m'interrompre et à me demander de répéter, je le ferai avec plaisir. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas suivi, petite actualité POC, mais aussi POCTO, vous allez voir. La semaine dernière, on a eu un hackathon avec le MIT et l'ANDCS, qui est une association de santé, santé IA. Du coup, là, c'était un truc orienté environnement, santé IA, bref. Et on vous a préparé comment vous utilisez bien un peu un hors-série des POCTO qui vont être diffusés sur YouTube et LinkedIn d'ici peu. Du coup, suivez un peu le LinkedIn, les infos, etc. autour de POC. Et puis voilà, loupez pas ça. C'est quelque chose du même niveau que l'édition numéro 10. Mais voilà. Bref, Ça va être place au communiqué aussi sur terrain. le Discord directement, hein. Je sais pas, pour ceux qui sont Oui, sur Discord, exactement. vous allez avoir des pings pour. Bien. Du coup, voilà. On va passer du coup maintenant au POC Talk avec, comme d'habitude, 5 sujets en comptant les dernières sorties de modèles. Déjà, c'est Laurent qui va commencer. Et ouais, bah aujourd'hui, moi je vais commencer à vous parler avec le Web3 sous attaque. Alors, titre un peu vague, mais du coup, je vais vous parler de l'attaque de DNS qui s'est passée sur ETH Limo et aussi une breach qui a eu lieu sur Vercel cette semaine. Puis ensuite, je vais vous parler du remplaçant de Figma en interrogation. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je pense que ceux qui sont un peu accoutumés au release au release peuvent à peu près deviner de quoi je vais parler. Ensuite, on va avoir Milo avec ses sujets. Ensuite, moi, je vais parler de l'évolution des IDE. Parce qu'il y a eu une grosse sortie il n'y a pas longtemps qui marque vraiment un cap passé dans le fonctionnement des éditeurs de code. Du coup, je vais en profiter un peu pour un peu dire les différentes évolutions qu'on a eues. Et ensuite, un titre que j'aime beaucoup, Glitch Argent Infini. Vous l'appelez comme vous voulez, mode menu, Motherload, etc. Mais en disant ça, ça va évoquer pardon, pas mal de choses à certaines personnes. Pas forcément des gens qui sont même dans l'écosystème bloc Web3 ou quoi. Voilà, avec le petit logo à côté, vous pouvez peut-être reconnaître. C'est quelque chose qui a aussi pas mal tourné dans les salons de POC, du coup, voilà, vous allez peut-être savoir de quoi je parle. Ensuite, on va finir par la dernière sortie de modèle parce qu'il y a eu deux grosses sorties de modèles assez importants. Voilà, on va essayer, même si on dépasse un peu cette fois-ci, vu que c'est pas mal important, on va essayer d'en parler. Du coup, là, rester jusqu'à la fin. Et oui. Et aussi, du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses à dire, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou alors levez la main directement pour vous donner la parole. Sinon, on va partir directement du coup sur le premier sujet. Partager mon écran. Hop là. Alors, du coup, je vais commencer à vous parler de ETH Limo qui a subi une attaque très récemment. Mais du coup, ETH Limo, en fait, c'est quoi? En fait, ça utilise du coup le Ethereum Name Service ENS, du coup, qui est basiquement un alias DNS pour une adresse, un wallet Ethereum. Et par-dessus, en fait, on peut rajouter pas mal de choses. Et notamment, il y avait des gens qui utilisaient des ENS pour, du coup, faire des liens vers leur site web, par exemple, à travers un certain fil qui remplissait sur leur ENS. Et bah, en fait, il y a un service qui s'appelle ETH Limo qui permet de rediriger du coup vers ces sites ENS sans avoir besoin de software particulier. Parce que oui, du coup, en fait, ces fameux domaines, je vais faire une grande, un grand abus de langage en disant domaine ENS, même si bon, c'est pas vraiment un domaine, mais vous allez comprendre. Quand vous écrivez par exemple un domaine ENS sur votre navigateur web, en fait ça va pas fonctionner de base, à moins qu'il supporte la chose de base. Il y a certains browsers qui le font d'ailleurs. Mais du coup, l'IMO, ce qu'ils font, c'est que bah, du coup, ils vous autorisent de le faire directement à travers un lien très simple. Donc vous mettez votre lien ENS de cette manière-là, et ensuite vous mettez .limo, et vous arrivez sur le site directement juste là. Donc voilà à quoi ça sert en tout cas. Donc basiquement c'est de la redirection DNS à travers le système ENS d'Ethereum. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, ils utilisent EasyDNS pour faire tout cela. Et en fait, EasyDNS, ils ont fait un peu une bêtise. Et ils ont littéralement donné les accès DNS à des mauvais acteurs qui étaient là en mode non mais en fait c'est notre domaine, on a juste perdu l'accès et on veut les récupérer. Et du coup un beau matin, ETH Limo ils se sont réveillés et ils avaient plus aucun de leurs services qui redirigeait correctement vers les pages requêtées. Et du coup c'était une grosse attaque de... en fait c'était un hijacking complet du service. Et ils ont fait pas mal de posts là-dessus concernant en expliquant que ils avaient fait des bêtises. Et ils expliquent aussi que c'était une attaque qui était très sophistiquée, que globalement ils étaient passés par le mécanisme de account recovery et en fait ils avaient totalement entourloupé le support du coup de EasyDNS. Je ne sais pas trop comment ils sont réussis. Parce que quand même, faut le faire hein, pour faire une attaque de social engineering d'une envergure que tu peux te faire passer pour un service que du coup tu ne payes pas. Je pense qu'il y a dû avoir une grosse failure quelque part dans la pipeline chez EasyDNS. Mais du coup, voilà, ils disent oui, alors on a fait une erreur, notre bad, mais ils ont dit aussi que c'était la première fois depuis les 28 ans que EasyDNS existait, que c'était une attaque, enfin qu'une attaque de cette envergure avait réussi à prendre place, ce qu'ils disent juste ici. Euh, En vrai, franchement, moi, cet argument-là, oui, bah, c'est bien sympa, mais j'ai envie de dire encore heureux aussi. Certes, ça s'est pas passé en 28 ans, mais ça explique pas le fait que ça s'est passé une fois, ne serait-ce que. Donc, voilà, voilà. Maintenant, ils ont été sauvés par une chose, TH Limo, qui a fait en sorte que tout le monde n'a pas pu être attaqué et qu'en réalité, il n'y a pas vraiment eu d'impact concret face à ceci. C'était une configuration DNSSEC qui fait en sorte que si ton serveur DNS, quand il est enregistré, il reconnaît pas la clé de signage de ton domaine, et du coup du name server, donc l'adresse IP du serveur qui va venir répondre aux requêtes, s'il reconnaît pas ça, et ben en fait il va juste complètement shut down et il va pas répondre, et il va dire non je connais pas cette adresse IP, ça c'est pas mon serveur, je vais pas pouvoir y répondre. Et du coup ils ont été sauvés par ça, ETH Limo. Mais du coup, leur service a quand même été down pendant plusieurs heures, donc ce qui a pas mal impacté Uniswap par exemple, Ledger Exchange décentralisé, et d'autres acteurs principaux de la blockchain. Maintenant, ETH Limo, ils ont eux-mêmes fait un rapport un peu extensif de comment ça s'est passé et dire qu'ils ont travaillé directement du coup avec avec EasyDNS pour remédier ce problème directement le plus rapidement possible et que d'après leur analyse, leur post-mortem, il n'y avait pas de victimes à cette hack grâce au DNSSEC du coup que j'ai pu mentionner. Donc ça se finit bien, mais une attaque au DNS c'est quand même assez rare et c'est vraiment pas très commun et j'étais assez surpris de voir ça, surtout que généralement quand en fait quand c'est une attaque DNS, pardon, quand une attaque DNS a lieu, c'est généralement parce que les sysadmins ont oublié de renouveler leur domaine. Et juste, ils y perdent accès, et dans ce cas-là, bah, c'est un peu plus compliqué le processus. Mais dans là, juste, ils sont allés voir le provider du DNS, et ils ont dit oui, non, mais en fait, c'est notre compte. Et le DNS, il a fait tenez, allez-y, prenez contrôle, c'est à vous. Du coup, pas très cool. Euh, donc voilà, ça c'est déjà la première partie du sujet. Toi, Milo, est-ce que t'as quelque chose à dire sur cette première partie de s'attaque à ETH Limo? Encore et encore des attaques, hein. Franchement, j'aurais que ça à dire, moi ça me dépasse. Franchement, on aurait pu parler de tellement d'attaques dans ces POC Talk là. Voilà, bah, Laurent Van Palem, il y a eu Vercel, il y a eu toutes les attaques de l'imprimerie nationale de France là, qui produit les cartes d'identité, etc., qui a été réattaquée aujourd'hui. Il y a 3 heures, il y a eu aussi une attaque sur le CLI de Bitwarden, c'est ça? C'est ça que je t'ai dit, Laurent? Ouais, c'est ça. Sur le CLI de Bitwarden qui passant par des GitHub Actions, je crois.
Donc on aurait pu parler de tellement d'attaques, moi ça me dépasse. On va finir par arrêter d'en parler, faire comme tous les modèles d'IA, on va faire une rubrique alerte, attaque récente dans l'Epoch Talk et on va arrêter encore Claude Mythos, c'est pas sorti. Claude Mythos qui est censé être le grand dépisteur de failles Zero Day. Oh là là, et ça fait peur. Donc voilà, moi ça me dépasse tout ça. Un nouveau hack DeFi pour 300 millions aussi, eh oui, je l'ai pas forcément vu passer, mais en tout cas, si ça vient de la bouche de Reza, je ne peux que le croire. Donc, ouais, c'est vraiment terrible. Mais du coup, je vais vous parler maintenant de la breach qui a eu lieu sur Vercel. Et là, pour le coup, c'était un peu plus terrifiant. Ça a eu beaucoup plus d'impact. Si vous avez un compte Vercel actuellement, je vous conseille fortement d'aller regarder votre boîte mail. En fait, si vous avez reçu un mail, alors si vous avez été impacté par cette faille de sécurité, vous allez normalement recevoir un mail et du coup qui va vous indiquer les étapes à suivre. Je vais vous expliquer juste après qu'est-ce qui a fuité et qu'est-ce qu'il faudra changer. Mais si vous n'avez pas reçu de mail, normalement vous êtes dans le safe. Mais je vous conseille, je, ne peux, je fais ma due diligence, je vous conseille que si vous avez été touché, enfin que si vous aviez un compte Vercel pendant le moment de cette attaque, de quand même suivre les étapes que je vais vous expliquer juste après. Donc en fait, ils se sont fait attaquer par un groupe qui s'appelle les Shiny Hunters. Globalement, pour ceux qui sont un peu assidus de cyber, vous devez sûrement en avoir déjà entendu parler. C'est un groupe de hackers assez connus qui ont déjà participé à plusieurs attaques. Mais du coup, Et puis vas-y. pour ceux qui ont écouté l'époque Talk de la dernière fois, c'était eux qui ont hacké Rockstar la dernière fois. Et eux qui apparemment ont hacké Claude Mythos aussi, qui ont des accès à plein d'outils, etc. par rapport à Claude Mythos. Voilà, c'est tout ce que. Faut être assidu de l'époque Talk, quoi. Ouais, voilà. Faut écouter l'époque talk, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ça, alors en réalité, je vais avoir une approche assez nuancée parce que certes, c'est un peu terrible, mais cette attaque, elle peut arriver un peu à tout le monde, à toutes les entreprises, et globalement, si vous n'avez pas de contrôle vraiment très strict, c'est quelque chose qui arrive très vite. Globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un employé à Vercel qui s'était connecté à un service qui s'appelle Context AI avec du coup avec son mail d'organisation Gmail Vercel, parce que du coup ils ont un Google Workspace Vercel, et il s'est connecté en OAuth à ce service-là. Sauf que pas de chance, pardon, ce service il a aussi subi une attaque pendant ce temps-ci. Et bah, du coup, ça a en fait fuité ses credentials OAuth et les attaquants ont pu prendre contrôle du coup de son compte. Et en fait, là où ça devient intéressant, c'est que en ayant accès à ce compte, d'une certaine manière, ils ont réussi à récupérer des variables d'environnement qui étaient flag comme non sensitives, qui étaient du coup propriétaires à Vercel. Et bah, le problème, c'est qu'en fait, ces variables d'environnement non sensitives, on ne sait pas exactement quelles sont ces variables d'environnement d'ailleurs. Hein, je vous dis variables d'environnement, mais c'est parce que c'est les informations que j'ai. Hein. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'était. Mais ils ont quand même réussi à récupérer accès à d'autres choses qui, in fine, en fait, a donné accès à tous les déploiements des applications Vercel sur... Enfin, certaines applications Vercel, ils n'ont pas dit tous, ils ont dit un limited subset de nos clients. Et du coup, si vous avez des tokens GitHub, des tokens NPM, des credentials, des variables d'environnement sur vos déploiements, tout ce genre de choses, je vous conseille fortement d'aller les renouveler, d'aller changer tout ça. Même des mots de passe qui étaient stockés quelque part sur votre compte Vercel. Je vous conseille de tout changer. Vraiment, c'est la meilleure chose à faire. Mais du coup, voilà, c'était une attaque qui partait de base d'une connexion OAuth à un service. Donc ça, je tiens vraiment à souligner la chose. Pour nous, la connexion OAuth, en fait, ça devient tellement quelque chose de commun, en fait. Tu vois ça partout. Tu arrives sur un service, tu cliques sur la connexion OAuth, ça y est, t'es connecté, t'as plus rien à faire. Mais en fait, ça, cette simplicité, elle a un coût. Et bah, le coût, pour le coup, c'est la sécurité, parce que bah, sécurité et simplicité, ça va pas forcément ensemble. Et en fait, ça va généralement totalement dans un sens différent. Et je voulais faire ça, enfin ce petit rapprochement. Du coup, faut pas oublier que Vercel, c'est un package qui est vraiment. Enfin, c'est un framework qui est vraiment extrêmement utilisé. Actuellement, il pool 35 millions de downloads sur NPM.
par semaine. Ce qui est d'ailleurs moins que Axios qu'on avait vu il y a quelques semaines, hein, mais globalement, la plupart des applications web modernes actuelles, il y a une très grande chance que ce soit du Vercel. Donc pas mal de gens qui sont affectés. Il y a aussi le CEO de Vercel, donc Monsieur Guillermo, qui a fait un communiqué sur Twitter concernant cette attaque, donc qui réexpliquait le fait que c'est un employé qui s'était connecté à Context AI et qui avait fait ça à travers l'OAuth de leur Google Workspace. Mais un paragraphe que je souhaite vraiment souligner, qui a été dit dans ce tweet, c'est celui-ci. Et ça va faire un gros parallèle avec Claude Mythos et tous les sujets d'IA qu'on a pu avoir récemment. Il pense que ce groupe d'attaque était tellement sophistiqué que ils étaient accélérés par IA. Donc là, il est en train de dire, en fait, on a pu un peu observer leurs mouvements sur ce processus et ils sont allés tellement vite avec tellement une bonne connaissance de Vercel en lui-même qu'on est presque sûr qu'il y avait de l'IA qui était dans le coup. Et donc là, on peut repenser encore à Mythos qui est annoncé par Anthropic. On peut penser à toutes les failles qui sont trouvées récemment par Clodopus sur la plupart des... Bah, sur Vim, par exemple. Là, je voulais en parler la semaine dernière, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Il y a eu une CVE qui avait été trouvée sur Vim par Clodopus. Donc assez rigolo. Et en même temps qu'il avait trouvé une CVE sur Vim, il avait trouvé une CVE sur Emacs, mais bah, en réalité, c'était pas vraiment une CVE sur Emacs, c'était plus une CVE sur Git. Mais bon, passons. Du coup, voilà, dans tout ce contexte-là, le fait qu'ils le disent et qu'ils le pensent vraiment, je trouve que c'est assez intéressant. Il y a pas mal de choses à dire. Mais là où ça devient assez inquiétant, c'est que quand ils ont dit dans leur article des clients très précis, ils n'ont pas vraiment précisé, mais il y a des spéculations qui disent que les personnes les plus touchées, c'était les SaaS crypto, ou alors les services qui étaient du proche ou du loin du monde de la blockchain. Parce qu'il y avait notamment Cardano, non, Cardano qui s'est plaint de tout ça. Et on a pu voir pas mal d'entreprises crypto qui utilisaient en fait Vercel pour leur front-end ou quoi que ce soit, un truc rapide, genre juste une page d'accueil, et qui du coup se sont fait impacter. On a vraiment l'impression qu'ils voulaient juste un payout le plus rapidement possible et que pour ça ils se sont dit ok on va target les entreprises crypto. Aussi, alors là ça va être du bonus total, hein, mais je voulais en parler dans un Power Talk précédent, mais vous avez probablement entendu parler de Delve, cette entreprise de compliance SOC 2 cybersécurité qui s'est fait accuser d'en fait fake absolument tous ses reports et qui sont actuellement sous le feu. Petit bonus, maintenant quand vous allez sur la page qui concerne Context AI sur Delve, qui était précédemment un client du coup de Delve, bah en fait vous avez un joli 404 avec le rapport qui était précédemment là qui n'existe plus. Apparemment Context AI n'est plus SOC 2 compliant. Mais par contre si on va sur la magnifique Wayback Machine, on peut voir que fut un temps, Context était un client de Delve et qu'il était complètement compliant à la SOC 2, donc sans faille de sécurité, hein, bien évidemment. Donc voilà, juste ça m'a fait rire quand j'ai vu que c'était un client de Delve et qu'ils sont actuellement sous le feu. Aussi, en tant qu'on y est, hein, je sais pas si vous voyez cette même page en face de moi, mais la première chose quand je vois cette page à laquelle je pense, c'est Claude 4.5. Parce que frérot, le design, c'est clairement de l'IA, là, je suis désolé, mais y a aucune excuse, genre. C'est flagrant. Perso, je sais pas ce que t'en penses, toi, Milo, mais là, ça, je reconnais, ça c'est du Claude, ça. Tout est du Claude, frérot. Tout. C'est pas faux, mais là, précisément, c'est la page qui est censée, du coup, être publique pour annoncer que un site, enfin, pour montrer le report de sécurité d'un site. Donc, C'est du Claude, personnellement, je trouve ça moche, hein, mais ah, c'est dégueulasse, hein. je C'est dégueulasse, je sais mais pas ouais. s'ils ont compté pour avoir ça, mais Ouais, franchement, j'aimerais bien voir leur prompt. ils ont sûrement pas utilisé la deuxième partie de tes sujets, ton deuxième sujet, Laurent. Hop, la passe D pour le sujet.
Et ouais, mais est-ce que déjà vous avez des questions dans le chat? Repealed, est-ce que c'est quoi cette référence, Milo? Je n'ai pas la ref. C'est le IP de Grégoire et Jules, un truc crypto, et Lucas. Et vu que D'accord. t'as dit que ça a touché des petites places crypto, je me suis dit qu'ils étaient morts, quoi. Aïe aïe. Et du coup, regardez vos mails, hein. Regardez vos mails. Bon, bah du coup, on va pouvoir passer à sujet numéro 2. Alors, sujet numéro 2, Cloud Design. Vous avez probablement vu passer sur Twitter. Anthropic, ils ont sorti leur prochain produit, leur tout nouveau produit, pardon, qui est Cloud Design, qui est du coup censé remplacer... Ah, il y a du son, my bad. Qui est censé du coup remplacer les designers. Donc c'est un produit qui est assez similaire, je trouve, à V0. Donc un truc qui existait vraiment depuis très longtemps de Vercel, justement. Mais ça fait pas que des sites, ça fait aussi des slides, ça peut faire plein de choses. Et quand on met ça dans le contexte que, historiquement, Anthropic avec Claude, ils avaient généralement les meilleurs designs d'entre tous les autres modèles. Je pense qu'on peut être assez d'accord que les modèles de Claude étaient largement préférés à ceux de ChatGPT ou de Gemini. Et bah du coup, ils veulent vraiment pousser cet aspect-là. Et bah du coup, en faire un produit à part entier. Et du coup, bah, ils ont fait cette petite release. Et j'ai eu l'occasion d'essayer. Et je vais même pouvoir vous faire la petite démo en live parce que j'ai demandé à Cloud Design de me faire un petit site web d'accueil pour les POC Talks. Je pense pas qu'on compte faire un site web, hein, mais juste je me suis un peu amusé. Donc là, c'est ce qu'il m'a fait. Actuellement, on peut voir qu'on est en ligne, on est en live. Il m'a fait un petit design, c'est sympa. On peut voir qu'on peut faire des tweaks sur les designs. Donc c'est juste des changements en live sur le design que tu veux. Donc là, il m'a fait un truc avec un countdown, un truc avec un dernier épisode. Donc c'est sympathique. L'une des fonctionnalités principales, c'est surtout le feedback. Parce que quand vous travaillez avec des designers, en fait, le plus important, c'est de donner votre retour pour qu'ensuite ils puissent faire des modifications sur le design pour que ça rentre plus en accord avec ce que vous avez à faire. Et du coup, bah, en fait, il y a le même système. Tu peux envoyer ça de manière publique à des gens ou alors juste le faire toi-même de ton côté. Par exemple, ici, j'aime pas trop le padding ici. Je vais lui demander de je vais faire un petit commentaire. Et ensuite, quand mon commentaire, bah, je veux le fixe, je vais faire ça, je vais sélectionner mon commentaire et je vais pouvoir envoyer ça à Claude directement. Donc c'est un peu un système de feedback assez rapide, similaire à ce que Lovable par exemple pouvait faire déjà, il me semble. Donc voilà, c'est un petit outil assez sympathique. Je trouve que on peut faire pas mal de choses en fait, mais il y a quand même une grosse nuance à ça. Et je prends cette nuance en sortant je prends cette nuance en fait du point de vue du designer. En fait, c'est un outil qui est utile pour les gens, d'après moi, qui ne sont pas designers, mais quelqu'un qui est pour le. En fait, pour quelqu'un pour qui c'est le travail de faire ça, c'est utile pour genre commencer, mais comme vous allez le voir, en fait, ça prend vraiment très longtemps à faire du feedback par-dessus. Donc, quelqu'un qui, pour le qui c'est le travail, ça va être juste plus rapide de prendre ça, de l'importer dans un outil qu'il connaît déjà, par exemple Figma, ou directement dans du code et de le fixer là-bas. Donc c'est un peu les feedbacks que j'ai eu, c'est juste un peu trop lent et c'est pas assez précis. Donc pour du gros design, c'est pas ouf. Et aussi, deuxième point, c'est aussi très cher. Globalement, là j'ai emprunté le plan à 100 balles de quelqu'un que je connais pour faire ça. J'ai utilisé genre 14% en une prompt et ça c'est le budget pour une semaine. Donc en une prompt, 14% d'utilisation Cloud Design, c'est-à-dire qu'en 8 prompts, t'as déjà plus de crédit pour une semaine et c'est le plan à 100 balles. Donc aussi des avantages pour les designers qui vont utiliser ça du jour à jour, hein, parce que bah, si c'est ton travail, tu vas forcément faire ça toute la journée, et si t'es limité à 8 prompts, bah finalement c'est pas forcément si intéressant que ça. Donc pour moi c'est un peu un truc pour les hobbyistes, pas forcément un truc professionnel à être utilisé dans le marché actuellement, mais si t'as un petit SaaS à faire en deux spies, que tu veux un design rapide ou alors faire des slides pour un projet, je trouve que c'est sympathique. J'ai aussi pris le temps de faire un équivalent avec V0.
Et du coup, bah d'ailleurs V0 pour le coup c'est gratuit, hein. Là actuellement ce que j'ai généré c'était avec Claude Opus 4.7 et je n'ai absolument rien payé, c'était gratuit. Donc quand même gros contraste. Bah, si ça peut bien charger par contre ça serait sympathique. Mais du coup je vais donner la même prompt à V0 pour avoir un truc. Et pour le coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère limite la version de V0. Je préfère lui, hein, largement, 1000 fois. Ouais, franchement, il a fait un truc vachement plus poli. Donc, ouais, après ça se trouve, je l'utilise mal, ça se trouve c'est pas vraiment l'utilisation, mais pour moi c'est vraiment pour ça que c'est censé être utilisé, sachant que bah, les limites sont aussi abusées que ça. Donc si tu veux pas l'utiliser pour faire juste un truc rapide et qu'en fait V0 c'est plus intéressant, bah... Surtout qu'en plus ça fait même pas un projet, ça fait juste un fichier HTML, hein, basiquement. Donc c'est pas nécessairement utilisable alors que V0 il te fait directement une codebase Next.js. Donc après tu peux littéralement partir là-dessus et commencer à faire tes trucs par-dessus. Donc voilà. Heureusement que c'est une limite séparée, me dirait ça. Oui, ça c'est vrai. Heureusement que ça compte pas dans les autres limites parce que si ça devait bouffer autant de crédits pour d'autres types d'abonnements, ça serait terrible. Ils sont en train de jauger la rate limit. J'ai mis la même prompt entre les deux, oui. Ouais, j'ai mis la même prompt. J'ai copié-collé. Attends, mais Claude Design fait vraiment genre juste un truc HTML? Ouais, ouais. Bah, si tu... En plus, regarde, tu peux regarder ici, il te Oui. fait un point HTML avec un point CSS et tout. Les gars, c'est une fraude en fait, c'est vrai. Parce que même à côté, il y avait Google qui avait sorti Stitch, je crois. C'est ça le truc pour faire du front aussi, pour faire du front. Et en fait, je ne comprends pas c'est quoi la différence entre juste faire un front normal avec Claude et des skills et des skills comment dire et des skills de front. Et après, je veux dire, bah voilà, le bouton en haut, tu le modifies quoi. Enfin, c'est pas parce que tu peux le sélectionner et donner tes feedbacks en live que c'est forcément révolutionnaire quoi. Et puis en fait, on avait remarqué aussi avec les dire qu'au début, les fronts étaient très bien, mais qu'à force, ça se répétait un peu. Du coup, là, est-ce que Claude Design va pas genre suivre le même problème? Qu'un jour, tous les Claude, enfin tous les fronts ressembleront aux fronts faits par Claude Design. Et est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des plugins? Voilà, trois questions, bonne chance. Bah, alors, déjà, j'ai l'impression que c'est déjà le cas, hein. Tous les sites se ressemblent déjà plus ou moins. Et si on regarde bah, Oui, ce bien qu'il sûr. nous a fait actuellement, genre ça, c'est du typique Claude. Genre, tu vois, le background en cadre là, enfin, avec des carrés au fond, ça c'est Claude. Le petit gradient ici, ça c'est Claude. La fonte juste là, ça c'est Claude. Les petits titres ici, ça c'est Claude. Les boutons tout en bleu là, Non, c'est Claude. Genre ça vraiment, vraiment. Enfin, en vrai, un dessin de développeur, pour moi, c'est vraiment pas parce que là même pouvoir. Attends, les couleurs en bas à droite là, c'est pour changer la couleur du thème du site, genre. ouais. Voilà, ça. Ok, tu peux le faire à la volée, mais en un prompt, c'est fait quoi. Moi, je trouve que c'est un peu. Les gens sont un peu là en mode révolution, révolution, mais je pense que c'est juste mieux. Enfin, au contraire, c'est une meilleure entrée dans le monde Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est juste un Figma ou c'est un Figma AI, quoi. Si Personnellement, après je ça te suis donne vraiment un HTML. pas. Personnellement, je suis vraiment pas convaincu, hein. Même moi, j'ai Mais des gens dans mon entreprise à Darwin qui l'utilisent beaucoup et qui disent en fait, c'est pas. Même pour les slides, en fait, Claude Code le faisait déjà très bien Claude tout court et le voilà faisait quoi, déjà. c'est juste mettre un GUI, quoi. Ouais. Mais pour le coup, ouais, je suis vraiment pas convaincu du produit dans son état actuel. Je vois vraiment pas l'intérêt, surtout avec les limites qu'ils ont mis. Mais Reza dit quelque chose qui est totalement vrai. On peut end off ça à Cloud Code, donc c'est-à-dire que tu fais ton design et littéralement ce qui va se passer, bon, je vais pas le faire devant vous parce que je l'ai fait tout à l'heure, mais il va en fait zip ton projet, il va mettre le fichier HTML avec le fichier CSS, il va mettre les références en images que tu lui as données. Dans ce cas-là, moi je lui ai donné plusieurs miniatures qui nous ont été faites par notre merveilleux designer, artiste, qui est d'ailleurs mentionné dans les descriptions YouTube si vous voulez aller voir son Instagram. Mais du coup, euh, en fait, ça va lui mettre tout ça dans un fichier zip. Cloud Code, tu vas lui donner le zip, enfin un lien téléchargeable vers le zip, et ensuite il va télécharger ça, dézipper, et il va te faire la version que tu pourras vraiment utiliser in fine. Genre ça c'est le flow d'utilisation de Cloud Design actuellement. Ouais, bah en effet, comme j'ai dit, ouais, en fait, Stitch, je le faisais bien avant et il y a un monde où c'est gratuit vu que c'est Google. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc complet. Surtout, je crois que Anti-Gravity, les feedbacks en live, il les faisait aussi, hein. Ouais, Quand c'était sorti, je dis que c'était aussi un principal argument.
Et je vais aussi parler, dans mon troisième sujet, il y aura aussi, je vais aussi parler d'un truc avec des feedbacks directs, mais ouais. De toute façon, en plus, là, je sais pas si vous avez suivi, mais aujourd'hui, Claude, enfin, Anthropic, pardon, a fait plein de tests sur des utilisateurs, des tests mondiaux. Ça veut dire que certaines personnes, pour les nouveaux utilisateurs, ils n'avaient pas accès à Claude Code dans la formule à 20 €. Donc ça, c'est des trucs qu'ils testent. Ils ont testé, je crois, sur 2% des personnes enfin, étant nouveau. Enfin, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais il y a What? certaines personnes qui ont vu que Claude Code était passé dans un autre plan. Et pareil, il y a d'autres personnes qui ont aussi vu le pricing de celui de base, donc celui à 17 $ passer à 30 $. J'avais Donc vu c'est un ces peu deux des expériences trucs. qu'on voit, J'avais vu ces deux trucs, mais j'ai tendu. Enfin, j'ai fini par penser que c'était juste des fake news. Euh, C'était un peu ma non, conclusion sur le non. sujet. Non, pour moi c'est vrai, puisque enfin, tout le monde le dit qu'il y a en ce moment un haussement du prix des IA. Et donc si, vas-y, Cloud Design, tu peux le mettre dans Cloud Code, dans Cloud Code, mais d'un côté tu dois avoir le plan à 100 $ pour avoir Cloud Code, bah ça sert à rien quoi. Parce que là tout le monde peut y aller ou c'est que ceux qui ont un abonnement? J'ai pas Sur trop Cloud suivi, je Design, fais les podcasts, mais j'ai pas suivi l'actualité. Sur Cloud Design, que abonnement, ouais. C'est abonnement qu'il faut. c'est abonnement aussi? Ouais, Ouais, donc quand t'as Cloud Design, t'as forcément Cloud Code. ouais, Ouais, pour payer un abonnement sur ça, franchement, moi j'y passe. J'y passe mon tour. ouais. Mais Ok, je même suis un là, hater de Claude, mais peut-être que j'ai pas été le plus expressif, mais je lui ai demandé de fixer un truc, il me l'a pas fixe, quoi. Genre, c'est génial, non, quoi. et puis même le bouton, tu le fais pas toucher en haut et en bas de la navbar, quoi. C'est un concept de base. Et je lui ai dit le passing, il était pas bon, et il m'a dit, frérot, je vois pas de quoi tu parles. Ouais, mais même avant, bref. Voilà. Non, mais je pense que ouais, c'était cool d'en parler, mais moi j'ai pas du tout de bon retour. Moi non plus. Et rien que ce que j'ai pu essayer, V0 fait du meilleur travail. Et puis pour les slides, tu demandes juste à Claude sans Claude Design, et genre il te le faisait déjà, et c'était plutôt pas mal, donc... Je vais vous envoyer l'URL de V0 si je préférerais que vous envoyiez cette URL que vous payiez un plan pour voir Cloud Design. Alors, en plus, c'était gratuit ce que j'ai généré avec V0 aujourd'hui, hein. Zéro. Ouais. J'ai rien payé. Et avec Claude Opus 4.7 en plus. Ça, je sais pas trop comment ils font, mais Je sais pas. Bon, écoute, force à eux. Mais ouais, moi en effet, voilà, ce que j'ai à dire, c'est que personne m'a donné de bons retours. Donc faites attention. Après, c'est toujours mieux de tester. C'est toujours mieux de tester par vous-même, hein, mais c'est-à-dire si vous avez un plan Cloud Code, bah testez, ça coûte rien, mais payez pas pour avoir Cloud Design. Voilà. voilà. Et bah du coup, on va pouvoir passer au sujet suivant s'il n'y a pas de questions, de remarques. Il crame de la compute. Et oui, bah ça c'est l'IA in a nutshell, hein. Attendez Ouais, bah que le max coûte 1000 balles. Aïe, aïe, aïe. Franchement, ce là, j'ai jour-là, l'impression qu'on va c'est passer la fin, hein. à un niveau où l'IA va vraiment se professionnaliser et qu'en gros ils disent, bah, de toute façon, Anthropic et tout sont en perte beaucoup trop. Ils vont se dire, bah, vas-y, on va professionnaliser tout ça, on va arrêter de donner ça aux boomers ou aux normies pour faire des posts LinkedIn. Euh, À voir. Peut-être que bientôt, enfin, à part si tu mets beaucoup d'argent, tu pourras pas avoir accès à Claude. À voir comment ça se goupille. Moi, vous savez que, moi je le dis ici, hein, mon guess, c'est que dans 1 ou 2 ans, l'IA, ça existe. Enfin, l'IA telle qu'on la connaît pour coder, etc., on s'en servira plus. Voilà. Faites ce que vous voulez, ce guess. Vous pouvez me jeter des pierres, tout ce que vous voulez, mais vous verrez dans 2 ans. C'est tout. Restez Les connectés. gars, vous pouvez tous dire que Milo est bête dans le chat, s'il vous plaît. Et du coup, Allez-y, non. allez-y, je le prendrai, mais sachez que je vais faire un notepad avec tous vos comptes Discord et que je vous DM un par un quand ça sera le cas. Non, mais je pense, en tout cas, c'est sûr que ça va changer, mais je sais pas. Je peux développer, je ferai ça un jour. Là, il n'y a pas le temps. Je ferai ça un jour si vous voulez dans un Pop Talk. Ou vous pouvez venir DM si vous voulez. Mais j'ai pas le temps. Enfin, on n'a pas le temps, il faut faire rentrer tout. On a encore trois sujets. Euh, mais voilà. All my homies hate Milo. Classique. Allez-y, allez-y. Oh là, je suis en train de noter dans un notepad, hein. Bon, et ben on va pouvoir passer à tes sujets, en tout cas, Milo, je pense. Ouais.
Let's go. Je vais essayer de partager ton écran, même si tout à l'heure ça fonctionnait pas. Ça m'a l'air d'être un flop, hein. Bah, Les sinon, problèmes techniques. browser. Mets-le sur ton browser. C'est bon. Dans le déni, je ne veux pas perdre mon travail, Reza. Je ne veux pas perdre mon travail. C'est de l'auto-persuasion, je rigole, hein. Je suis persuadé que ça va être le cas. Mais... Tu peux me renvoyer le bon lien, s'il te plaît? Je sais plus lequel c'est. Share your screen. Juste un instant, hein, désolé, c'est problème technique. On s'est fait gank par les problèmes techniques juste avant le début du talk. On a essayé de faire au mieux. Euh, Ah, c'est bon là. Ah, Là, je le vois. Là, on le voit sur le. Ok, bah on touche plus. Ça y est, c'est parti. À toi. ok. Alors, donc je vais pas passer tout de suite au sujet. Attends, je vais zoomer un peu. Je vais pas passer tout de suite au sujet. Au sujet le plus important, voilà. D'abord, je tenais à vous faire un peu une évolution des idées, de notre manière de taper du code. Enfin, plus des idées, parce que notre manière de taper du code, on en a fait un milliard de fois le tour. Euh, mais voilà. Alors, où a commencé l'IDE? Franchement, je sais pas exactement à partir de où a commencé et avec quel logiciel. Moi, mon gars se pose sur Notepad et Notepad++. J'imagine que ça doit être ça, s'il y en a qui sont plus à propos. Mais moi, pour moi, c'était Notepad et Notepad++. Et après, il y a des logiciels vraiment lightweight qui sont arrivés, tels que Vim, Emacs, Nano, voilà, pour faire du code. Euh, et c'est là où ça a commencé. C'est là où j'ai l'impression que ça a un peu pop du code vraiment à grande échelle. En tout cas, quand je regarde des vidéos qui ont genre, je sais pas moi, je pourrais dire une bêtise, mais genre 10-12 ans de code, et les mecs sont toujours sur Vim. Et donc c'est là où ça a commencé. Je vais pas vous faire la démo de Vim. J'espère que tout le monde, que tout le monde sait ce que c'est. Même ceux qui sont en Tekken actuellement, vous savez ce que c'est. Voilà, très bonne idée. Personnellement, j'utilise toujours quand j'en ai besoin. Laurent aussi. Euh, Voilà, très bonne idée. Voilà, je peux vous faire la description de Vim. Ensuite est arrivé celui qu'on connaît tous, VS Code. VS Code, assez marrant. J'ai vu qu'ils ont changé leur titre en Open Source AI Code Editor. Assez marrant. Multi-agent, etc. AI partout, AI partout, Laurent. On l'a dit, on l'a dit. AI partout, vous allez voir. Dans 2 ans, ça va Mais c'est disparaître. trop Bref, ça. En fait, c'est parce que Microsoft y est passé par là encore, hein, c'est ça. encore. Et avec Copilot. Bref. Donc voilà, VS Code. Je pense qu'on a globalement tous commencé à toucher du code sur VS Code. Me dites pas que vous avez commencé sur Vim parce que je peux vous croire. On a Bah, tous me commencé crois pas sur alors. VS Code. Je ne te croirais pas, surtout toi, Laurent. Donc voilà, on a tous commencé sur VS Code. Ça vient de Microsoft et ça permet un peu de taper du code, de pouvoir les lancer, etc. C'est quelque chose de plus visuel où on peut aussi installer des plugins. On peut installer des plugins, il y a plus de code couleur que ça, il y a des thèmes qu'on peut installer. Bon, ça plus tard, on va pouvoir avec NeoVim, etc. Bref, le débat n'est pas là. Le débat est maintenant, on va être sur l'implémentation des IA. Comment les IA se sont implémentées peu à peu dans les IDE. Et moi, personnellement, je pense que c'est un peu le cas de tout. Ah oui, il y a eu Z aussi, mais un peu plus tard, ça a été codé en Rust et voilà, c'était vraiment épuré. C'est un fork de. Non, non, je crois que c'est pas un fork de VS Code, ils ont tout refait de base en Rust. Voilà, encore une fois, collaboration with Human AI. Même Z est passé par là. J'avais un peu peur, hein, mais même Z est passé par là. Enfin, non, je croyais en eux, mais bah, du coup, non. Moi, personnellement, mon premier contact avec l'IA, déjà, ça a été de l'autocomplétion. Voilà, je pense que ça a été le cas pour tout le monde. Et personnellement, ce que j'utilisais pour l'autocomplétion au tout début, c'était Tab9. Parce que il y avait de l'autocomplétion. Moi aussi, j'ai commencé sur Atom, frère. Enfin, je faisais du Atom pas mal au début. Bref. Désolé, je suis sur deux. Enfin, j'ai pas mon deuxième écran, du coup, je regarde vite fait les questions. Mais voilà, moi, personnellement, mon premier contact avec l'IA, c'était l'autocomplétion de Tab9. Donc je sais pas s'il y a des mecs, ils sont dans le même cas que moi sur VS Code, ceux qui ont connu Tab9 pour voilà, faire de l'autocomplétion, mais en regardant, je crois que c'était les premiers à mettre un peu de contexte, c'est-à-dire en regardant genre deux lignes au-dessus, deux lignes après, ou genre le fichier en entier pour voir s'il n'y avait pas des similarités, etc. C'est pas forcément des choses qui réfléchissaient, mais voilà, c'était quelque chose pour faire la complétion un peu plus avancée, parce qu'il y avait de la complétion sur VS Code de base, mais je crois que c'était que des noms de variables ou des choses comme ça. Donc, je sais pas s'il y a des mecs qui sont un peu à propos de Tab9 dans le chat là. J'ai pas l'impression. Oui, Grégoire qui a commencé sur Vim, tiens, allez, on y croit tous.
Euh, Bref, voilà. Timeline, c'est mon premier contact. J'ai l'impression que personne n'est avec moi dans le chat. Bon, c'est pas grave. Mais voilà. Ensuite, arrivé assez rapidement, le fameux, là par contre, je suis convaincu qu'on a tous commencé par là, en tout cas à Tech, GitHub Copilot dans VS Code. Donc pareil, au début, il y avait pas forcément comment dire, de chat d'IA. Mais en tout cas, je sais qu'on pouvait on pouvait demander. Ah oui, là c'est ça. C'est au début, il n'y avait pas de chat agentique, donc qui modifiait le code. Au début, c'était que on pouvait demander à une IA directement, donc demander à Copilot en mode, ouais, par exemple, ça, cette fonction, ça fait quoi, etc. Au lieu d'aller chercher dans le man. Donc ça, c'était le premier, le premier vrai contact avec une IA. Et pareil, on pouvait sélectionner des choses et dire, bah voilà, ici, fais une fonction qui trouve, je sais pas, le maximum dans une liste. Mais c'était quelque chose de très minimal. euh, de très minimal. Et en fait, on l'avait tous à Epitech parce que c'était une offre qu'on avait avec le GitHub Pro. Vu qu'on a le GitHub Pro, vu qu'on est étudiant. Je sais pas s'il y a des mecs qui se reconnaissent. De toute façon, il y a des mecs qui pourront pas faire semblant dans le chat. Je sais qu'on a tous commencé avec GitHub Copilot. Et ensuite est arrivée du coup la partie agentique de GitHub Copilot, où du coup on pouvait mettre des chats et il modifiait directement, il modifiait directement dans le code. Euh, Moi j'ai encore, il alimente mon open code. GitHub Copilot avec open code. C'est original franchement. Je sais pas qu'on pouvait faire ça, mais c'est une bonne idée aussi. Bref, du coup voilà, en première partie, donc c'était lent au début, c'était très lent, c'était pas du tout précis, ça faisait n'importe quoi. Moi je crois qu'il y a même au début où je continuais à utiliser, genre demander les fonctions dans les IDE et copier-coller les lignes de code. Qui était catastrophique de faire ça avec là où on est maintenant, c'est être catastrophique, pardon, de faire ça. Mais du coup, voilà. Et après, du coup, ça, pareil, ça allait très vite, ça s'est amélioré au fil des temps. On pouvait utiliser des modèles GPT, Claude, Opus, je sais même plus c'était quel Opus à l'époque, 3.7. Je sais plus. Je sais plus c'était quel sonnet qu'on utilisait. Bref. Et ensuite, moi, je me rappellerai, c'était en Tech 2. Il y a un mec qui a fait un talk sur, je ne sais plus trop quoi, sur le web, etc. Je sais plus c'était pour quel projet, mais il avait un talk, c'était pendant la semaine digitale. La semaine des talks horribles qu'on avait à faire obligatoires. Et il y a un mec qui a parlé de Cursor. Et là, c'était mon premier contact avec Cursor. Il a dit, ouais, moi je suis sur Cursor. D'ailleurs, installer Cursor, meilleure IDE. Ce mec a dit ça il y a actuellement un an et demi, je crois. Même un an tout court, un an et demi. Et moi, au début, j'ai laissé passer ça. J'ai dit, bon, vas-y, encore un mec qui va nous parler d'un IDE élitiste, etc. Et en fait, moi, au bout d'un moment, ça me saoulait VS Code. Voilà, c'était trop long de chercher un nouvel IDE. Et du coup, j'ai tapé Cursor. Et Cursor V1, où du coup le but c'était faire ce que faisait Copilot mais en mieux. Voilà, avec des meilleures IA, un meilleur contexte, aller voir sur la codebase en entier, pouvoir voir les diffs, etc. Et donc il y a d'ailleurs une petite vidéo. Alors, je vais couper le son. Voilà, on pouvait installer des MCP, on pouvait installer des outils. Et ce qui est marrant, c'est que Cursor V1 est sorti il y a pardon, 10 mois. Bon, le mec parlait de ça il y a un an, il était sûrement assez précurseur. Mais voilà, ça c'est la V1, peut-être qu'il y avait des versions bêta avant. Du coup, ça c'était la V1. Et là, je suis tombé sur ça, je sais qu'à l'époque, ils étaient en concurrence avec Windsurf. Windsurf qui, bizarrement, on n'entend plus du tout. Qui se proclame pardon, premier IDE agentique. Ok, avec leur modèle cascade. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont plus du tout dans la course. Ils ont été rachetés, Oui, non? Cursor V1, c'était il y a 10 mois. L'annonce de Cursor V1, c'était il y a 10 mois. Windsurf a Euh, été racheté, non? Aucune idée, Je sais plus par qui, mais je suis franchement. presque sûr que oui. Donc voilà, Cursor. Après, il y avait peut-être des versions avant la V1, tu vois, c'est possible. Mais voilà, il y a 10 mois, et aujourd'hui on a la V3, et quand je vais vous montrer l'évolution, ça fait peur. Voilà, c'était il y a 2 ans, moi aussi. Moi aussi, quand j'ai regardé la vidéo, j'étais en mode, mais il y a 10 mois, c'est dingue, alors qu'aujourd'hui on en est là où on en est, où je vais vous présenter plus tard. Windsurf, ça a été acheté Bref, pour. Je peux juste faire. Windsurf a été acheté pour 3 milliards par OpenAI en. C'était quand? C'était quand? Ouais, j'ai pas la date, mais oui. Ça a été acheté par OpenAI. bah, force à eux pour cet investissement. Je crois qu'aujourd'hui ils seront plus que 3 sur Windsurf.
à utiliser OneSurf sur la planète entière. Ensuite, il y a eu Cursor V2. Cursor, l'introduction des multi-agents, de l'interface multi-agent. Voilà, sur les idées, c'est la première fois qu'on. Ouais, c'est vrai que Cursor a été acheté par SpaceX. Là, j'ai vu. Je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire. Tu vas me dire qu'on était copilote jusqu'à fin Tech 2. Moi, je passais sur Cursor fin Tech 2. Donc, je pense que c'était forcément peut-être une version bêta ou quoi. Et ouais, c'est vrai qu'il y a eu des articles comme quoi que Cursor SpaceX, je crois que c'est pas. Ça m'étonnerait que ce soit officialisé maintenant. Je crois que j'ai vu que c'était il y a pas longtemps. Peut-être, je me suis pas plus que ça renseigné sur le sujet. Mais voilà, Cursor V2 qui pareil était là en mode ouais les gars, installez Cursor et tout avec leur modèle Composer. C'est vrai, c'est un modèle du coup gratuit pour ceux qui avaient Cursor. Et ça permettait aussi de faire la même interface de agent, je crois, un peu. Voilà, pour lancer plusieurs agents sur le même côté. Moi, je crois qu'à partir de là, j'étais toujours sur Cursor, mais je n'utilisais pas du tout cette fonctionnalité-là. Et c'est aussi à ce moment-là, je crois que c'est sorti un peu au même moment, Cursor et Antipathi. Antipathi est l'IDE de Google slash Gemini avec un testeur automatique dans ton navigateur, voilà, qui avait aussi pas mal fait remuer le monde du dev. Je bug encore là? Non, c'est bon, c'est revenu à la normale. Oui, t'as bugué. Il y a des trucs que vous avez pas entendu ou je dois répéter ou ça va? On a compris ce que tu voulais dire, bon. Bon, dites-moi sinon je répète. Bref. Du coup, voilà, il y a Antigravity qui est sorti, un testeur automatique dans le navigateur. Voilà, moi je me rappelle la texte était sorti en mode vas-y, regarde la vidéo de démo. La vidéo de démo elle était folle. Et en ce moment, et en même temps, Cursor 2 était sorti. On disait ouais, Composer c'est gratuit, c'est cheaté et tout. Voilà. Euh, mais aujourd'hui, du coup, là c'était un peu. On allait vers une disparition de vraiment modification de code à la main. C'était plus visualiser. En fait, là, genre les lignes des codes, ça va un peu plus à visualiser les différences, à accepter certaines fonctions, à en refuser d'autres. Voilà. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui, enfin dans la semaine, il y a eu du coup Cursor 3 qui est sorti. Et les gens ils disent en fait, c'est plus Cursor 3, c'est un nouveau Cursor. Parce qu'en fait, il s'avère que. Bon, là, il parle beaucoup. Est-ce qu'il y a il y a des photos? En fait, il s'avère que la partie code n'existe plus. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, où la partie de code était au premier plan et la partie agent au deuxième plan, là c'est l'inverse en fait. La partie agent est au premier plan. Voilà, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez la vidéo. Ouais, la partie agent est au premier plan. Là, vous voyez, il n'y a plus aucune notion de code. Au contraire, faut cliquer partout, aller dans les settings si tu veux avoir accès au code. Sinon, c'est plusieurs agents sur une même code base, plusieurs code bases, etc. Donc, plus aucun rapport avec un IDE, quoi. C'est juste un gestionnaire d'agents. Donc ça m'a fait rire parce que ça colle un peu avec la discussion qu'on a eue un milliard de fois avec Reza, où en fait, et avec tout le monde en fait, où notre métier va juste devenir des gestions d'agents en fait. Et puis il y a Fireship qui a fait un très bon YouTuber tech qui a fait une vidéo sur ça, qui en fait dit, il disait quoi déjà? Ouais, avec Cursor 1 on était pilote d'avion, c'est-à-dire qu'on gérait, mais on avait quand même des aides. Avec Cursor 2, on était copilote. Donc voilà, c'était pas nous qui codons, mais on gérait un peu tout. Et aujourd'hui, avec Cursor 3, on est plus les mecs dans les tours de contrôle qui guident les avions en fait. Et je trouve que cette métaphore est vraiment explicite. Parce que voilà, aujourd'hui, on dit juste, bah voilà, toi tu fais ça, toi tu fais ça, on répartit les tâches, et puis après, bonne chance. Je ne regarde pas du tout le code, je m'en fous. C'est déjà un peu ce qui est fait avec Claude Code, hein. Mais je veux revenir. Bah là, c'est juste que, en fait, c'est déjà ce qui est fait avec Claude Code, mais en fait, vu que le fait que ça vient d'un IDE, en fait, ça fait un peu bizarre, quoi. Donc voilà, pareil, les IA elles peuvent changer automatiquement entre cloud et local. Donc là, c'est vraiment, voilà, le workflow, il change complètement. Un navigateur intégré, voilà, des plugins avec un marketplace. Donc au lieu d'avoir des plugins de code, on a des plugins de genre pour les IA. Voilà, pour avoir des MCP, etc. Donc ça change vraiment tout le fait de coder en fait. Ça change un IDE. Et il y a même des gens qui se plaignent, qui disent que Cursor V3 en fait c'est une régression et qu'en fait on retrouve plus du tout ce qu'il y a avant. C'est-à-dire voilà la vitesse plus les différences de lignes, voir ce qui se passe, voir les changements, rediriger l'agent, etc.
Voilà, pareil, j'ai même pas utilisé la mise en place de l'agent, moi je me reconnais un peu dans ça. Et aujourd'hui, ils ont abandonné l'IDE classique. Et pareil, tu peux lancer un navigateur où, par exemple, comme je disais avant, tu peux faire des feedbacks, tu peux cliquer sur un truc et dire, ah bah non, ça en fait, ça me plaît pas, change ça. Et ça te change directement. Euh, du coup, voilà, en fait, le flux de travail a totalement changé. A totalement changé et maintenant, je peux vous envoyer cet article qui est très cool sur voilà, vraiment les différences, les nouveautés du Cursor 3 et les différences avec Cursor 2. Voilà, on peut plus parler d'IDE, pour moi, on parle de gestion d'agents. De gestion d'agents. Donc voilà, après je sais que c'était le cas de beaucoup de gens aujourd'hui dans leur workflow qui se basaient uniquement sur Cloud Code, etc. Et même c'est par là où on se dirige avec Cloud Code, Open Code, tous les forks, Kilocode, etc. Maintenant qui sont juste dans un terminal et puis tu fais les choses quoi. Aujourd'hui je sais pas trop comment tu t'organises Laurent, même s'il y a d'autres gens qui s'organisent. Est-ce que vous gardez quand même une interface de code, un IDE Vim, je sais pas, VS Code, Cursor à côté, ou maintenant c'est que genre vous laissez l'IA faire et puis bonne chance. Moi, personnellement, je garde toujours mon éditeur de choix. Bon, pour le coup, c'est NeoVim. Mais j'aime toujours regarder un peu ce qui se passe derrière et pour pouvoir. En fait, à partir du moment où j'ai besoin d'éditer du code, j'ai besoin de mon éditeur et c'est aussi simple que ça. Je vais juste utiliser mon NeoVim, mon Trusty. Et du coup, ouais, bah, en ce moment, je travaille de plus en plus avec des agents. Hein, faut bien évoluer. Euh, on m'a un peu forcé la main aussi. Mais tout va bien. Mais voilà. Enfin, globalement, en fait, ça change tellement. La manière de travailler, la manière de penser, ouais, c'est vraiment genre une évolution totale de. Vraiment une évolution totale. Puis Laurent, eh oui. Voilà, il n'y a pas de gens qui veulent parler de leur workflow un peu. Greg, Greg, est-ce que tu as encore un éditeur de code à côté ou pas? Toujours. Voilà, c'est important, même si vous l'utilisez pas, c'est toujours important de visualiser et en tout cas comprendre de ce qui se passe dans la globalité. Je travaille à faire moins avec l'IA. Pas mal. Pas mal, pas mal, hein. Il se prépare pour dans 2 ans quand l'IA existera plus. Enfin bref, je vais pas revenir sur le sujet. Ensuite, il est 55. Et je vous jure que c'est pas du rage bait, hein. Je le pense vraiment. Vraiment, je serais ravi de discuter avec certaines personnes. euh, Parce que ça me embête. Il y a une très bonne vidéo de Léo Duff qui parle de ça. On fera un débat sur ça. Pas avec toi, Reza. Je suis désolé, trop puissant, je ne ferai pas avec toi. Bon, les petits équins, vite fait, les mecs qui veulent faire des débats, je suis chaud. Bref, bref. On va changer de sujet parce qu'il est déjà 55. Attention, le prochain sujet, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire. C'est juste un peu marrant. Et je tenais à en parler. Voilà. Le nom, le nom c'est évoqué de lui-même. Glitch Monnaie Infini. Glitch Monnaie Infini. Les gens. En vrai, je pense que tout le monde en a un peu entendu parler. On va pas rappeler c'est quoi Polymarket. Enfin, non, je vais rappeler vite fait. En gros, Polymarket, c'est quelque chose qui te permet de faire des paris en crypto sur des choses de la vie réelle. Comme par hasard, est-ce que Dieu reviendra sur Terre ou Jésus reviendra sur Terre en 2026? Quand est-ce que la guerre va s'arrêter, pardon? Voilà, tout plein de choses comme ça. Et il y avait un pari sur la température à Paris. euh, la température à Paris ce jour-ci, donc le 15 avril. Il faut savoir que des gens, en fait, ont découvert que le capteur météorologique était à côté de Paris-Charles de Gaulle ou de Orly, bref, d'un des deux aéroports. Je sais pas si c'est précisé là dans l'article, mais bref, un des deux aéroports, et qui en fait n'était pas du tout sécurisé. Voilà, c'est à Roissy. Donc Roissy-Charles de Gaulle n'était pas du tout sécurisé. C'est-à-dire que en fait, il y avait pas de garde autour, et tu pouvais faire ce que tu voulais. Et en fait, un mec s'est amusé. Enfin, ce qui s'est passé, c'était 100% de chance qu'il fasse toujours 18 degrés à Paris. Et ensuite, à 21h30, il y a eu un soudain pic de 22 degrés. Puis, juste après, revient à la normale. Alors, je suis pas météorologue, hein. Je ne dirais pas ça, je ne dirais jamais ça. Mais ça semble un peu bizarre quand même. Ça semble un peu bizarre. Et
En fait, on a eu enfin, il y a eu un peu une corrélation. Un mec avait parié, euh, avait parié, je ne sais pas combien de, oui, à 120 dollars, une minute avant le glitch sur est-ce que Paris va dépasser 22 degrés de température aujourd'hui. Et il s'avérait qu'il a fait fois 180 et du coup, il revient avec combien? 21 000 dollars de Paris. Ça fait beaucoup. Et en fait, ce mec, enfin, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, hein. Mais on soupçonne que le mec est venu avec son sèche-cheveux et a mis de l'air chaud sur le capteur de Roissy pour faire monter la température. Et ensuite, il s'est barré. Il a empoché son argent. Alors que c'est très fort, hein. Parce que c'est-à-dire que le mec, il a vraiment. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le Pazem. C'est-à-dire que ce mec, il a vraiment, genre, vu Paris, il s'est dit, je vais trouver la station météorologique de Paris. Il s'avère que cette station météorologique est évidemment à côté d'un aéroport comme d'habitude. Et il s'avère que cette station météorologique n'est pas du tout surveillée. Donc c'est-à-dire que ce mec a soit prévu son coup, soit est dans le coup de l'aéroport. Enfin, qui s'est rendu compte que le capteur était au vu de tous et que tout le monde pouvait y accéder. Et a parié ça une minute avant, et le mec a empoché son argent. Voilà, à 21h, 30 minutes plus tard, marché renversé, et le mec est parti avec son profit. Euh, donc voilà, 120 euros à 0,6%. Moi, j'aurais vraiment mis 0,001% parce que je ne vois pas euh, quel événement météorologique pourrait amener à faire ça, à part un mec avec un sèche-cheveux qui bombarde le truc. Donc voilà. Et Météo France a porté plainte pour du coup un accès illégitime au capteur de Roissy. Tout ça pour un pari Bully Market. Je trouve ça bien marrant. Sachant que voilà, est-ce que le mec était personnel de l'aéroport ou pas? Est-ce qu'on saura un jour? Voilà, j'aurais bien aimé vous trouver un peu plus d'éléments. J'avais une photo du capteur, mais je l'ai pas retrouvé. Pour 20K, pour 20K, ça vaut le coup. Après, mes experts crypto, est-ce qu'il y a moyen qu'ils soient tracés pardon, ou pas? Non? Oui? Ah bah bien. Ah bah bien. Euh, du coup, voilà, ça pareil, c'est le même post en anglais. Euh, Charles de Gaulle, c'était ungardé, voilà. Le mec pouvait faire ce qu'il voulait. Euh, c'est Baron Trump, bref. Voilà. Et en fait, moi, ça m'a fait enfin, ça me fait rappeler. Euh, 20K, aucune réelle infraction, mais qui va le tracer même. Bah non, mais justement pour Météo France, vu que Météo France a porté plainte. C'est pour ça, personne ne va le traquer pour 20. Enfin, je m'en fous, mais est-ce qu'il va y avoir des préjudices judiciaires, je veux dire? Est-ce que ce mec va être traîné devant un tribunal? Ça me rappelle un truc qui s'est passé aussi en début 2026, où un mec avait parié sur XE, je sais plus du tout c'était quoi, je sais plus si c'était le XRP ou quoi. Un mec avait parié sur est-ce que ça va dépasser tel taux? Et en fait, le mec, une seconde avant la fin du pari, il a envoyé 1 million, je crois, un truc comme ça dans le token, et du coup, ça a fait bump et il a pareil été en bénéfice. Euh, voilà. Il se passe tout plein de trucs assez marrants sur Polymarket. Même j'ai vu des trucs où les mecs ils pariaient sur quelle chanson va être faite pendant un concert. En fait, le mec il était à l'extérieur et il entendait la chanson avant que l'oracle marche. Enfin, des trucs de fou sur Polymarket. Moi, je trouve ça marrant. Jésus retournera sur Terre en 2026, mais si les mecs ils commencent à trouver des cheat codes pour avoir de l'argent infini, je crois que Polymarket va vite se calmer. Euh, voilà, c'était un petit fait. Il a juste quand même des randoms, donc pas vraiment intérêt pour la justice. Euh, c'est ban en France. Ouais. Ouais, mais les mecs, genre, les mecs qui portent plainte, c'est pour atteinte à un capteur. Vraiment, t'es pas censé être là, quoi. Même si c'est pas gardé, t'es pas censé être là. Donc, est-ce que la justice française va se dire. Bon, je sais pas. En vrai, à voir les débouchés, je vous tiendrai un peu au courant. Enfin, ouais, si jamais dans les autres PokTalk pour intrusion, etc. Oui, oui, c'est possible. Parce que du coup, est-ce que la justice française va se dire, ah, bah, en fait, c'est possible de le trouver grâce à ça, ça, ça. On va le faire. Bref, voilà, on verra un peu les débouchés. Pour l'instant, c'est très flou, parce que ça s'est passé bah, le 15 avril déjà, enfin, ça fait longtemps, mais je crois qu'on a eu la nouvelle il y a pas longtemps, hein. Je crois que ça s'est décanté, enfin, le rapport s'est fait il y a hier ou avant-hier, hein. Parce que moi, ce sujet, je l'ai vu que passer récemment, alors que c'était il y a longtemps. Bref.
Bref. On va passer, du coup, on a un peu de temps, on va passer peut-être, allez, 8 à 10 minutes sur les prochaines sorties. Juste, on m'a demandé d'envoyer un lien. C'est pour le bienfait de POC. En gros, c'est un sondage, vite fait pour dire si vous serez prêt à vous inscrire à une newsletter, pour POC. C'est-à-dire, par exemple, pour recevoir quand est-ce qu'il y aura un prochain hackathon ou les POC Talks, etc. Bien sûr, ce ne sera pas des trucs où vous allez vous faire spam. Voilà, juste répondez, ça prend vraiment 2 secondes, il y a une question. Et du coup, là, j'ai envoyé dans le chat. Et pendant ce temps-là, Laurent va nous parler des sorties IA. Yes. Même moi, j'étais pas au courant pour le formulaire, hein. Ça nous prend tous en surprise. C'est avec le nouveau vice-président de POC, Manmoitz, qui m'a demandé enfin, que j'ai aidé gracieusement à faire Allez. circuler ce. Bah alors, je pense qu'on peut faire ça un peu en... On peut faire ça un peu tous les deux, Milo, pour les nouvelles sorties de modèles. Mais globalement, il y a deux modèles qu'on va vous parler. Il y a Opus 4.7 qu'on a pu déjà mentionner tout à l'heure parce que bah, c'est ce que j'ai utilisé pour la génération avec V0. Et il y a Kimika 2.5, 2.6, pardon. Euh, donc c'est deux sorties de modèles assez intéressantes. Personnellement, pour Opus 4.7, ils mettent des statistiques et si on y croit vraiment que à ça, c'est bon, un léger improvement, c'est assez sympathique, c'est pas mal. Mais là, ce qui me fait le plus rire pour le coup, c'est pas forcément les. Enfin, ce qui m'intéresse le plus dans ce diagramme, c'est pas forcément les stats de 4.7, c'est plus qu'ils l'ont comparé avec Mythos. Ils ont quand même eu l'audace de mettre Mythos dans la liste. En mode, oui, bah en fait, c'est quand même toujours Mythos qui gagne. Mais si on compare les nombres, genre, c'est même pas non plus si affolant que ça les différences qu'il y a. Genre sur Agenting Coding pour SWE Pro, bah, on passe d'un 64 pour Opus 4.7 à un 77. Donc en fait, si on part en termes de pourcentage, c'est plus ou moins le même upgrade qu'il y a eu entre 4.6 et 4.16, l'écart entre Mythos, pardon. Du coup, bah, juste je tenais à faire cette différence. Mais du coup, personnellement, pour avoir un peu utilisé 4.7, j'ai pas vraiment vu de différence notable. Il est sympathique. J'ai eu des rapports par contre de gens qui utilisaient beaucoup 4.6, que 4.7 était meilleur en termes de management de contexte et aussi en termes d'output de tokens, dans le sens où il utiliserait moins de tokens pour répondre à la question. Donc il serait plus efficace de ce point de vue-là. Mais j'ai pas forcément de benchmark à vous montrer pour prouver ça. Après, si on se réfère toujours à Artificial Analysis, le site que j'aime beaucoup pour faire des benchmarks, c'est vraiment une improvement assez marginale. On peut voir que du coup Opus 4.7 se retrouve en haut des charts à côté de 3 points preview que personnellement je vois pas beaucoup de gens utiliser et aussi au même niveau que GPT 5.4 avec un en modèle de raisonnement X-High. C'est toujours le modèle le plus cher, c'est le même prix que Opus 4.6. Donc en termes de prix, ils sont toujours pas accessibles. Surtout que récemment, ils ont encore augmenté leur prix, hein, Anthropic. Ils- ça arrive de plus en plus, hein, les prix ça augmente, ça tend pas à baisser, contrairement à ce qu'on a pu voir dans le passé. Et bah, on peut voir que c'est aussi un modèle qui est assez lent en termes de tokens par seconde, c'est pas le plus rapide quoi. Voilà. Milo, je comptais que tu présentes un peu plus Kimika 2.6 parce que je crois que tu es celui qui a le plus utilisé entre nous. Alors, Kimi 2.6, moi, au vu des nouvelles, c'est aujourd'hui le premier agent pour lequel je paye une API. Je paye des tokens API pour me faire un setup open code dessus. Et en fait, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Déjà, Kimika 2.5 était franchement impressionnant. Mais là, Ouais. Kimika 2.6 était aussi tout aussi impressionnant, pardon, même plus. Tu peux partager mon écran, moi aussi j'ai sur le AI benchmark là. Voilà, ici on peut voir que, d'ailleurs il y avait aussi GLM, on a failli vous présenter. Pareil, ça c'est deux modèles chinois, qui aujourd'hui a un score de 54, qui d'ailleurs pas loin de Gemini 3.1 Pro Preview. Alors Laurent, j'ai entendu le dénigrer, mais aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui l'aiment bien et qui disent que enfin, c'est quelque chose qui est très fort. Et voilà pour Gemini qui va bientôt sûrement être gratuit comme tous les modèles de Gemini. Bref. Donc voilà, Kimika 2.6 qui a un score de 54 face à 57 face au grand en max. Voilà, Claude Opus 4.7 max.
Pareil, au niveau de la speed, bah, c'est pas mal. C'est au-dessus de tous les autres. Et au niveau des prices, pareil, c'est en dessous de tous les autres. Alors j'ai décidé d'arrêter de me voiler la face et aujourd'hui de faire confiance à une IA comme ça et arrêter de suivre les grands. Euh, Parce que bah, en fait, tous les feux sont au vert, clairement. Et en vrai, j'en suis content. J'ai pas pu le tester vraiment sur des features avancées. Je trouve qu'il réfléchit beaucoup, par contre. Il réfléchit beaucoup plus. Il prend beaucoup plus de temps pour se poser. Il est moins. Après, peut-être parce que j'utilise via OpenCode. Peut-être il y a moyen que je le mette dans Cloud Code, etc. Mais je trouve qu'il réfléchit vraiment énormément et qu'il est pas très rapide. Euh, voilà, dans les peu que je l'ai testé. Mais en vrai, dans tout ce que j'ai testé, qui étaient des petits fixes, pour l'instant, je ne lui ai pas demandé de faire des trucs de A à Z. En vrai, il a toujours bien fait. Jamais eu d'erreur, jamais eu de n'importe quoi. Euh, donc en vrai, Clinique à 2.6 à surveiller. Moi, je pense que c'est plus rentable, parce que surtout que, bah, en fait, il va être gratuit. En fait, vu que c'est open source, enfin, voilà. En fait, il y a plein d'avantages. Déjà qu'il est quasiment égal à tous les grands, qu'il n'est pas du tout cher et qu'il est open source en fait. C'est-à-dire que si tu as une assez grosse machine, tu peux le faire tourner chez toi tranquille. Tu peux l'utiliser avec Olama. Voilà, tu peux l'utiliser directement avec ça, prendre un abonnement Olama à 10 euros et avoir accès à plein de modèles open source. Tu peux avoir accès à Kivika 2.6, à GM 5.1 et l'utiliser voilà, en cloud. Donc en fait, c'est surtout ça le plus gros avantage, quoi. C'est que t'as pas à payer un abonnement et que c'est encore plus fort que les autres. Euh, que les autres, du coup, voilà. Mais niveau performance, en vrai, vraiment bien, vraiment cool. Donc je vous conseille un peu d'essayer. Bientôt, il va pouvoir être, vous pourrez faire quelques prompts, je pense, sur Lama et sur OpenCode aussi, je pense. Non, je sais plus c'était quoi. Bref, vous allez pouvoir tester sur un peu vos IDE et voilà, et comparer et arrêter et sortir de la secte d'Anthropique, par pitié. Ouais, personnellement, j'avais déjà parlé de la sortie de Kimika 2.5 à l'époque, dans un POC Talk, et j'avais déjà dit que c'était vraiment assez impressionnant. C'était comparable à genre un Sonnet 3.5. Et pour le coup, j'étais vraiment assez surpris, même à l'époque. Et l'improvement qu'ils ont fait pour 4.6, pour 2.6, pardon, j'arrive vraiment pas avec le nom de ce modèle. Bah, c'est assez impressionnant aussi. Après, je pense pas que tout le monde puisse arriver notamment à le lancer, ce modèle, de manière totalement locale. Mais ouais. Qu'est-ce qu'on a qui nous dit Reza? Reza, tu m'auras pas avec des stats. Moi, je te parle humainement, Reza, tu m'auras pas avec des stats. De toute façon, là, bientôt, le PokTalk sera fini. Tous les mecs qui veulent ma peau, petit DM, on se règle. Et puis, je vous explique mon point de vue. Voilà. Let's go. Et bah Milo, je te laisse faire l'outro. Et on va vous laisser pour la Yes. semaine prochaine. Et renseignez-vous sur les modèles chinois. La mafia pardon, chinoise fait pas mal de choses. Et pareil, ouais, Reza parle de Qwen. Aussi, ils ont sorti un nouveau modèle, pareil, open source, qui est vraiment bien. Je pense qu'il y a un moment où la balance va un peu aller de l'autre côté. Et les gens vont plus s'intéresser au modèle chinois au gros modèle. Déjà, je pense que vraiment, les devs, les assez gros devs, vraiment, ils guettent bien ça. Et je pense qu'ils utilisent ça majoritairement. Tandis que les néophytes utilisent Claude. Voilà. Bon, bref. Terrible comme. Terrible, terrible comme. Bref, merci à tous de nous avoir écoutés. On a un peu dépassé, voilà, de 10 minutes. Désolé, mais c'est important. Il y a pas mal de choses à parler. Euh, Merci à tous. Voilà, on va se retrouver jeudi prochain dans de meilleures conditions, j'espère pour l'édition 13. Merci à tous d'avoir écouté. Voilà, si vous êtes arrivé en cours de route, n'oubliez pas que les éditions sont toujours dispo un peu partout. YouTube, Apple Podcast, Spotify. Et du coup, voilà, on se retrouve. Enfin, n'oubliez pas d'en parler un peu autour de vous. Parce que c'est important quand on a du monde. Vous voyez, là, on a pu avoir pas mal de conversations. C'était cool. Bref, prenez soin de vous et on se retrouve jeudi prochain. Attendez-vous aussi à une édition spéciale qui va arriver d'ici peu avec les interviews qu'on a pu vous faire au hackathon avec le MIT et la NDCS. Donc faisez attention aux annonces et puis on se retrouve à la semaine prochaine. Salut!